Nous en venons maintenant à point de vue. Je vous le rappelle, nous parlons du couvre-feu qui, selon nos informations, a été prolongé, pertinent ou pas. Débat donc avec nos deux intervenants, Seydina Aliou Boli. Monsieur Boli, bonjour. Oui, bonjour Barthélémy. Vous êtes spécialiste en gestion des urgences complexes. Notre deuxième intervenant, le professeur Cheikh Ibrahim. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes socio-anthropologue. Alors, la première question à Seydina Aliou Boli. Monsieur Boli, le couvre-feu s'achève demain, mais selon nos informations, il a été prolongé pour un mois encore, toujours dans les deux régions, Dakar et Thiès. D'abord, est-ce que vous jugez pertinent ce couvre-feu dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus? Barthélémy, sur le principe, ce genre de mesures reste pertinente en ce sens qu'elles aident, bon an, mal an, elles aident à arrêter la circulation du virus. Cela dit, le principe voudrait également qu'à l'issue de la durée du timing du couvre-feu en cours, qu'on ait, disons, une évaluation de l'impact sur le contrôle de la circulation du virus. À ma connaissance, je n'ai pas encore vu d'évaluation nous disant si l'impact recherché lors de la prise de cette mesure a été atteint, pas atteint ou moyennement atteint. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est là où se situe le problème? Parce que le citoyen lambda, privé un peu de ses activités, surtout la nuit, qui se retrouve au bout d'un mois et qui ne sait même pas si le couvre-feu a eu un impact dans le cadre de la lutte ou pas, est-ce que vous ne croyez pas donc que c'est là où se situe le problème? Alors, deux choses. Premièrement, il faut faire très attention parce que la bonne question à poser, c'est où en serions-nous s'il n'y avait pas eu de couvre-feu? Il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là. Je pense que c'est important de se dire, si on n'avait pas pris de couvre-feu, est-ce qu'on en serait aujourd'hui à une moyenne de 300 cas par jour ou aurions-nous eu plus ou moins? Peut-être pas moins parce que le respect des mesures barrières demeure une pièce sinécure, on le sait maintenant dans notre pays et dans d'autres. Mais la première chose à se dire, c'est quand même de savoir où est-ce que qu'est-ce que nous allions avoir comme situation aujourd'hui si on n'avait pas pris ce couvre-feu. C'est une question difficile à répondre. Bah, écoutez, dans ce genre de crise complexe, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, on a toujours des 300 cas, mais peut-être que si on n'avait pas pris cette mesure, on aurait eu plus, parce que les gens auraient continué de circuler la nuit. Maintenant, le deuxième point... Mais le problème, oui, je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur Boli. Alors, professeur Cheikh Ibrahim, Monsieur Boli juge pertinent en tout cas le couvre-feu. Mais aujourd'hui, est-ce que ce couvre-feu-là est pertinent si l'on sait que le virus ne circule pas uniquement la nuit? Le jour également, les personnes se déplacent, voyagent d'une région à une autre. Est-ce que c'est pertinent à vos yeux? Oui, je crois que mon collègue a soulevé la question de la complexité pour l'analyse de ce genre de problème. Je crois que nous sommes dans un siècle où les décisions politiques et administratives de plus en plus apparaissent comme devant être fondées sur la recherche. Il y a un triptyque entre le pouvoir politique, d'un côté, de l'autre côté, les milieux de la production du savoir scientifique, et de trois, la communauté et les sociétés. Alors, ce qui veut dire que quand on doit prendre une décision, on doit entrer dans cette relation à trois éléments fondamentaux. Alors, si vous dites ça, il faudrait donc d'abord que la communauté s'exprime. Et la communauté s'exprime en mettant en exergue de nouvelles niches de vulnérabilité et de risques qui sont associés au couvre-feu. Promenez-vous un peu dans Dakar autour des stations de Tata, de bus et autres, mais les gens s'agglutinent
il y a des concentrations extraordinaires, il y a des bousculades, il y a autant de niches, de nouvelles niches de vulnérabilité, et il y a autant de possibilités donc de créer vous voulez dire, professeur, que c'est à la limite, ce n'est pas cohérent d'instaurer un couvre-feu et de laisser les personnes s'entasser dans des véhicules de transport en commun. Par exemple, c'est entre autres. Hein, là aussi, les effets socio-économiques, l'augmentation de la pauvreté et de la précarité, qui peuvent construire des conditions, qui peuvent être à la base de nouvelles conditions de vulnérabilité, donc d'augmentation du nombre de cas. Alors, c'est la raison pour laquelle je pense que pour répondre à ce genre de questions, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, il faut de la recherche. Il faut une recherche d'accompagnement. Et quand on regarde pour la première vague, il y a eu une recherche, il faut des recherches d'impact aussi. Il y a eu des recherches d'impact qui ont été effectuées notamment par l'équipe de Moubarak Lo, et ils ont conclu qu'ils n'ont pas vu de relation statistiquement significative entre le couvre-feu et la diminution des cas. En tout cas, on constate qu'on a instauré un couvre-feu, mais malgré tout, on assiste à une augmentation des cas positifs. Oui, absolument. Et c'est justement pourquoi on doit éviter chaque fois de faire du copier-coller par rapport à ce qui se fait en Occident. Le couvre-feu peut avoir donné des résultats scientifiquement documentés dans beaucoup de pays occidentaux, mais il y a des pays asiatiques qui n'ont pas fait de couvre-feu et qui ont eu de meilleurs résultats. Donc il va falloir que nous regardions quelles sont nos niches de vulnérabilité, quelles sont les zones rouges. La transmission se fait le plus où? Ce sont des questions qu'il faut étudier. Comment ça, et c'est dans le cadre de toutes ces dynamiques, alors là, on pourra dire que c'est pertinent. Et en fin de compte, lever ou instaurer un couvre-feu, ça demande toujours de la communication. Et comme vous le voyez, je crois que c'est là où il y a le plus de problèmes. C'est là où le bas blesse. Je reviens à vous tout à l'heure, professeur. Vous l'avez dit, il faut essayer d'identifier les foyers de contamination, là où la contamination est beaucoup plus élevée. Alors, Seydina Aliou Boli, vous défendez en tout cas la pertinence de ce couvre-feu. Est-ce qu'il ne fallait pas un peu réfléchir, voir comment l'élargir au niveau d'autres régions? Je cite par exemple le cas de Kaolack, où on assiste vraiment à une augmentation fulgurante, surtout des cas issus de la transmission communautaire. Vous avez raison. Il faut envisager l'extension peut-être de ces mesures qui permettent de maîtriser la circulation du virus, si ce n'est de l'arrêter. Ce que je défends, ce n'est pas ce couvre-feu. Ce que je défends, c'est le principe d'instaurer un couvre-feu en période où nous ne disposons ni de vaccins ni de médicaments pour adresser l'aléa qui est, en l'occurrence ici, le Covid-19. Pourquoi je le dis? C'est parce que, de mon point de vue, et professeur Niang vient de le dire, nous sommes dans un pays avec ses propres réalités, pas de copier-coller, mais nous savons très bien que dans la journée, même si les gens le voulaient, ça aurait été difficile. Mais au moins, le couvre-feu a ceci de positif, en ce sens qu'au moins, il nous permet de nous rappeler au quotidien que nous sommes en pandémie. Parce que moi, je me dis que si on lève complètement, s'il n'y a aucune mesure qui permet au Sénégal et l'Anda de se dire attention, nous sommes dans un contexte sanitaire complexe, inédit et mondial, les gens vont faire encore pire. Maintenant, comment en arriver pour répondre précisément à votre question, c'est que mon point de vue personnel, c'est qu'en matière de pandémie, de toute façon, et surtout lorsque l'aléa est d'ordre sanitaire, il ne doit pas y avoir de demi-mesure. Le pire ennemi des sociétés et des communautés qui luttent contre ce genre d'aléas, c'est de verser dans des demi-mesures. Comme c'est le cas actuellement. Soit on va vers des mesures fortes et dynamiques, adaptables aux besoins, ou alors on va vers l'immunité grégaire, l'immunité collective, comme on dit. Mais l'espoir est permis avec l'arrivée du vaccin. L'arrivée du vaccin, vous savez, même dans les pays développés où il y a des millions et des milliards de doses commandées, ils planifient la vaccination d'au moins 2/3 de leur population d'ici 2024 ou 2026. Donc, nous, on vient d'avoir que 200 000 doses qui permettent de toucher 100 personnes. Mais juste pour votre question concernant la région de Kaolack. Mais il n'y a pas que Kaolack. Vous savez, quand il y a une seule personne contaminée, cette personne a ce qu'on appelle le R0, c'est-à-dire le nombre de personnes que cette personne va contaminer à son tour. Eh bien, même si c'est une région ou une ville où il y a un seul cas, il faut savoir que cette ville doit se mettre en mode
riposte à 150% pour ne pas dire 100%. Donc, aujourd'hui, la question, c'est de savoir, sommes-nous prêts pour des mesures entières et fortes ou allons-nous continuer sur des demi-mesures? Malheureusement, notre contexte socio-économique ne nous permet pas d'aller vers d'instaurer certaines mesures. C'est pas possible, tout simplement. Et donc, c'est ça. Oui, parce que là, il y a l'activité économique, il y a la pauvreté. Il faut également... qui va faire beaucoup plus de dégâts que le virus lui-même. Et en tout cas, les populations commencent déjà à sentir ce couvre-feu, économiquement parlant, bien sûr. Docteur Seydina Aliou Boli, on vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Professeur Cheikh Ibra, je termine avec vous. Un spécialiste en santé publique qui juge inefficace à la limite de couvre-feu, demande à ce qu'il y ait un confinement de 2 semaines sur toute l'étendue du territoire. Vous êtes d'accord avec lui? Vous savez, il a sûrement utilisé un raisonnement de santé publique par rapport auquel il a une expertise. Moi, je me situe au niveau sociologique et socio-anthropologique. Pour dire encore une fois de plus, une société ne combat le virus qu'à partir de ses propres moyens. Ces moyens-là, et le monde entier le reconnaît de plus en plus, c'est la communication, c'est l'engagement communautaire. C'est un changement de paradigme. On ne répond plus par des mesures autoritaires relevant d'une logique médicale ou biomédicale, mais on répond en utilisant les ressources profondes qui sont dans la société. Le débat, il faut commencer il faut qu'il y ait une véritable communication de crise. Il faut qu'il y ait une communication. La communication, ça se construit dans les maisons, ça se construit dans les espaces de super propagation. Parce qu'il faut, tant qu'on n'aura pas identifié par la recherche épidémiologique et par la recherche socio-anthropologique ces espaces de super propagation, on va sortir un char d'assaut pour tuer une mouche. Ouais. Alors, donc ça veut dire que la réponse doit être adaptée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la communauté elle-même qui aide à identifier les niches de superpropagation, c'est elle qui aide à identifier les ressources dont elle dispose, c'est elle qui aide à identifier les stratégies de communication et de mobilisation communautaire et d'engagement communautaire à partir desquelles le pouvoir renforce la communauté, aide la communauté, appuie les initiatives qui sont prises par la communauté. C'est la communauté qui va vaincre ce problème-là. Mais à condition que la communauté s'approprie également ces initiatives de l'État. l'État. Bien sûr, il faut bien placer les communautés dans des conditions d'appropriation de cela. C'est une fois que les communautés pensent que c'est elles qui ont construit les réponses, une fois qu'elles ont puisé dans le patrimoine culturel, parce que la culture va jouer un rôle important ici, dans le patrimoine culturel, de quoi faire face. C'est le mental, c'est le moral qui vainc les batailles, qui vainc les épidémies. C'est un peuple qui lutte, c'est une communauté qui se bat. C'est ça qui mais tant que c'est vu comme quelque chose d'extérieur, qu'on a imposé dans des contextes souvent politiques et socio-économiques difficiles, qu'est-ce que vous allez voir? La montée des rumeurs, toutes sortes de théories complotistes, et au bout du compte, vous allez avoir des résistances. Il faut donc un engagement, un véritable engagement communautaire, c'est ça? Il faut ça rapidement. Et le principal obstacle à l'engagement communautaire, c'est encore la politisation. L'espace politique l'espace médiatique, l'espace de communication est pollué par les querelles politiciennes. C'est ça, ça va être un des facteurs les plus importants. Alors, quand nous sommes dans des situations complexes comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va se prendre la solution autoritaire la plus facile. Couvre-feu, généralisation du couvre-feu, etc. Ça, c'est le plus facile et c'est certainement le moins performant. Si vous regardez en Afrique, chaque fois que dans les pays on a levé le couvre-feu, ce n'est pas parce qu'on a eu de bons résultats, mais c'est parce que la population est descendue dans la rue et elle a manifesté. Donc, ce sont des raisons politiques qui amènent souvent les politiques à non des raisons qui soient fondées par une analyse objective, scientifiquement fondée, conduite pendant tout le temps du processus, avec des résultats. Il faut une rigueur scientifique par rapport à la prise de décision. Absolument. Merci. Malheureusement, le temps qui nous était imparti donc est épuisé. Merci en tout cas, professeur Cheikh Ibra Niang, socio-anthropologue. Voilà, on vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Ce sera avec Seydou Nourouba. On vous retrouve également Seydina Aliou Boli, spécialiste en gestion des urgences complexes. Mesdames, Messieurs, merci. C'était Point de vue. C'est la fin de ce journal présenté par Barthélémy Gom. Mise en onde, Abdou Cham. Réalisation, Georges Déthié Diop.
digitalisation Yacine Pouy, régisseur d'antenne Pape Omar Diaw. Merci. L'info revient.